Olivier Montada. Donc, vous êtes un passionné de l'analyse transactionnelle, vous êtes aussi un professionnel de ce domaine. Et on a, dans une première vidéo, expliqué les bases de l'analyse transactionnelle. Et vous aimeriez parler, durant cette deuxième vidéo, de ce que c'est que l'intimité professionnelle. Et l'importance de l'intimité professionnelle pour l'innovation. Alors, le lien n'est pas évident. Pourquoi faut-il être intime pour créer ensemble? Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas être distancié pour créer? Pourquoi faut-il de l'intimité professionnelle? Alors, merci de la question, Michel. Et même, pouvons-nous parler d'intimité dans le monde professionnel? Voilà. Et tout commence là, en fait. Et cette notion, c'est une notion que j'ai développée avec une partenaire business qui s'appelle Danielle Mizrahi. Vous avez une intimité professionnelle avec elle? Tout à fait. Et en tant que coach, en tant que superviseur, nous rencontrons parfois des gens qui nous disent « mais j'en parlerai bien à mon patron, mais… » Ah oui. J'en parlerai bien à mes collaborateurs, et… Voilà, il y a ce frein. Et nous, dans notre parcours de développement en tant que superviseur-formateur, on est très exposé. C'est-à-dire qu'on peut être supervisé devant nos clients et le superviseur vient nous dire ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Donc on est capable de se montrer en vulnérabilité. Et on se disait, mais nous, dans notre processus d'apprentissage, dans nos processus relationnels, on a cette capacité, ça nous permet de grandir. Et on se disait, mais est-ce que ça ne serait pas intéressant d'utiliser ça, de proposer ça dans les organisations? Alors, effectivement, l'intimité, c'est un terme qui fait peur. Pour Berne, c'est la troisième composante de l'autonomie, avec la conscience. Je suis conscient de ce qui se passe. Berne, le créateur de l'analyse transactionnelle. Donc, ce qu'on avait évoqué précédemment, c'est-à-dire le passage à la vie d'adulte, le fait de devenir adulte versus être qu'un enfant ou qu'un parent, quitter des relations triangulaires, symbiotiques, Absolument. Qui nous emmènent dans l'enfer du triangle dramatique. Qui est très coûteux en énergie. De celui qui est sauveur, de celui qui est persécuteur ou victime. Bon, donc faire ce saut, basculement dans une nouvelle conscience, la conscience de l'adulte, dans la présence. Ça a à voir aussi avec la question de la présence. Tout à fait. Une des piliers de ça, c'est l'intimité. Oui. Parce que pourquoi cette intimité brutalement qui apparaît là? D'abord, la première chose, je veux dire, la première chose que nous dit Berne, c'est d'être intime avec soi-même. C'est-à-dire que l'énergie de vie qui nous traverse, elle soit libérée des freins, des croyances, qui sont des relations... Alors là, on trouve déjà la créativité et l'innovation, parce qu'en créant une relation intime avec moi-même... Je sais qui je suis. Voilà. Alors je suis mieux qui je suis. Alors là, c'est extraordinaire. Et là, ça me permet, en sachant mieux qui je suis, de décider de recréer une vie innovante. C'est le principe de... On n'est pas dans le champ de la thérapie, mais les organisations. Mais dans la base de la thérapie, c'est à un moment, je décide, je recrée ma vie, il y a une rupture. Mais là, vous parlez de quelque chose qui dépasse très largement la vie professionnelle. Parce qu'au fond, il y a une sorte de réenchantement à ce moment-là de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie personnelle. Parce que est-ce que je peux être créatif et intime dans la vie professionnelle si je ne le suis pas avec ma femme? On n'a qu'un inconscient, on n'a qu'un psychisme, mais en fonction des rôles, on peut avoir, moi j'ai observé en tant que coach, des gens absolument dans la coopération au travail, et qui peuvent être dans la non-coopération dans d'autres domaines de vie. Ah, ça c'est intéressant, donc c'est presque une identité multiple. C'est-à-dire que sur la base d'une personnalité, il y a des rôles différents, et avec des teneurs différentes. Celui qui est le patron au travail peut devenir, entre guillemets, l'enfant au foyer, celui qui écoute. Et dans l'intimité professionnelle, ce qu'on a voulu créer, c'est de dire, il est possible de créer des relations beaucoup plus simplifiées dans lesquelles l'énergie individuelle, l'énergie des uns des autres, va pouvoir circuler mieux. Et ça, c'est favorable à la restauration de la créativité, la permission de parler, la permission de mettre ses idées sur la table. Parce que l'innovation, ça ne se décrète pas. 14 à 16 réunions d'innovation, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est dans le tout courant, c'est dans les rencontres, c'est dans les échanges. Et s'il n'y a pas la permission de pouvoir partager,
eh bien, les bonnes idées risquent de rester à l'intérieur des personnes. Et là, on libère, en fait, à travers l'adulte, on libère un nouvel enfant. En quoi cet enfant créatif est différent, finalement, de l'enfant qu'on a quitté en devenant adulte? Parce que tout le processus de l'éducation a consisté à brider ce qu'on appelle cet enfant libre. Et le processus de mise, de redécouverte de qui je suis, c'est aussi rétablir des liens avec mon enfant libre, celui qui a envie d'apprendre, celui qui a envie de vivre, celui qui est créatif, celui qui papillonne en regardant les planètes, celui qui observe comment font papa et maman, c'est quoi le chant des oiseaux, et de retrouver contact avec cette partie enfant qui est qui est notre source de créativité. Et alors en quoi ça a à voir avec le symbole, avec la vie, avec l'élan, disons, comme les Grecs le disaient, érotique, en fait, l'amour de la vie, et en quoi ça a à voir avec Thanaos, la mort, et en quoi la vie et la mort se jouent dans cette symbolique ou ce diabolisme du triangle infernal et de l'enfant qui s'élance en devenant plus adulte? Alors, vous faites référence effectivement à des théories, et à la théorie des pulsions freudiennes notamment, avec la pulsion de mort. Ce que Berne propose, c'est d'être en conscience dans notre conscient, dans l'ici et maintenant, et de reconnecter cette partie de créativité. Ça n'empêche pas que nous avons tous un inconscient, et que nos pulsions de mort peuvent s'actualiser et remonter. Mais dans la mesure où je suis conscient, je suis en union avec moi-même, je suis en mesure de déchiffrer, de lire, de dire attention là, ça recommence. Voilà. Et donc, oui, la pulsion de mort, elle est très liée à cette répétition perpétuelle du triangle dramatique ou du triangle infernal. Et cette répétition, ce sont nos automatismes. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie 2002, nous dit qu'à 90% du temps, nous sommes en mode réponse automatique. Donc c'est une invitation de redevenir maître de nos 10% de conscience, et même d'être en conscience par rapport à nos automatismes. Et cette intimité professionnelle, c'est-à-dire capacité à demander pour ses besoins, capacité à confronter les incohérences, capacité à parler de mes valeurs, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui fait sens pour vous, capacité à demander, recevoir des signes de reconnaissance pour mon travail, parce que si je ne reçois pas de signes de reconnaissance, le seul moyen de l'obtenir, c'est de dysfonctionner, et capacité de partager mes émotions. Dans la prévention des risques psychosociaux, vous avez des gens, entre guillemets, qui pètent les plombs parfois. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions au fil du temps et se payent, si j'ose dire, une démission au bout de 3 ou 4 ans. Et donc l'intimité professionnelle, c'est un processus de régulation autour du travail. Ce n'est pas autour de ma personne, c'est autour de l'acte de travail. Je n'ai pas apprécié quand vous m'avez repris en réunion devant tout le monde. Moi, je n'apprécie pas cette manière de faire et ça va à l'encontre de... Il n'y a pas d'émotion dans l'organisation. Mais justement, en n'en parlant pas, on crée du processus adverse, on crée l'enfer d'une certaine manière. Merci beaucoup Olivier Montada. Je crois qu'on a juste ouvert la porte à un vaste sujet, parce qu'on pourra creuser par une série d'émissions ce sujet passionnant de l'analyse transactionnelle appliquée à l'innovation et comment l'innovation a besoin de l'analyse transactionnelle et comment l'analyse transactionnelle continue aujourd'hui à innover. Tout à fait. Les premiers concepts étant apparus dans les années 50. Dans les années 50, et on est tout de même maintenant plus de 70 ans, 60 ans après, 70 ans, bientôt 70 ans. Et il y a une théorie, une recherche et un développement de la Donc ça sera intéressant de voir aussi l'innovation dans l'analyse transactionnelle et comment l'analyse transactionnelle supporte l'innovation. Merci.